carton. Super. Bonjour tout le monde. J'imagine que vous passez une super belle journée à ce festival. On est ravis d'être là, tous les 5 aujourd'hui. C'était très intéressant de participer à la discussion juste avant qui mettait l'accent sur la part des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs à impact, des entrepreneurs sociaux, dans les grands enjeux de transition écologique et sociale. Nous, aujourd'hui, ensemble, on va plutôt interroger le rôle des grandes entreprises, quelles sont leurs capacités d'action, comment elles se positionnent face à ces grands défis, d'une part, et puis on va surtout s'interroger sur l'adaptation des grandes entreprises face aux attentes des jeunes, notamment en France, mais aussi à l'international. Donc on va commencer par se présenter rapidement et entrer dans le vif du sujet. Je suis Fanny Rousset, donc effectivement je suis la directrice exécutive d'une association qui s'appelle Convergence. Et Convergence, c'est pas un nom choisi au hasard, puisqu'on a vraiment comme mandat de favoriser, de créer des espaces de dialogue entre les acteurs de tous les secteurs, donc associatifs, non-profit, ONG, mais aussi des secteurs des grandes entreprises, des mondes financiers et bancaires, des médias, de l'innovation et des mouvements de jeunesse et de citoyenneté. Notre ambition, c'est vraiment de permettre à chacun de ces grands acteurs de travailler en complémentarité, de partager des bonnes pratiques. Et donc, je suis ravie de pouvoir animer cette discussion aujourd'hui. On va être très bien accompagné avec vraiment plusieurs profils et plusieurs parcours d'engagement aujourd'hui. Donc, j'ai juste à ma gauche Raphaël Leroy, qui est directrice de l'engagement chez BNP Paribas. Bonjour Raphaël, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Sylvain Boucheran de BL Evolution, tu nous diras un petit peu plus quel est l'objectif de ce cabinet d'accompagnement des entreprises. Marie-Christine Viardot, qui est coach et aussi spécialiste en psychologie du travail, qui a très récemment édité un livre sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et Emma Goujon, je crois que bien sûr, tu as développé un projet dont tu vas nous parler, mais tu te définis aussi comme une designeuse en projet à impact, et tu vas aussi du coup nous partager quel est ton parcours et tes activités vis-à-vis des engagements de l'entreprise. Voilà, j'ai une tendance assez scolaire, j'aime bien toujours un petit peu commencer avec du partage de contexte et de background. Et donc j'ai un petit peu refouillé dans mes dossiers. Et je trouvais intéressant de partager avec vous quelques chiffres pour poser un petit peu le constat. On disait tout à l'heure qu'on parlait de l'entrepreneuriat, et on a sorti un baromètre de l'entrepreneuriat social il y a quelques temps qui considérait, on a interrogé en France un parterre d'entrepreneurs sociaux notamment, et qui considérait, pour 22% d'entre eux, ils considéraient que les entrepreneurs sociaux étaient les plus à même d'apporter une réponse efficace et agile aux grands enjeux de la transition écologique, et de manière tout à fait égale, ils considéraient à 23% que c'était les grandes entreprises qui, à l'inverse, qui de manière complémentaire plutôt, avaient cette capacité à apporter une réponse effective aux grands enjeux de la transition. Donc là déjà, je trouve qu'on touche du doigt cette question de la complémentarité, bien qu'avec des outils et des visions parfois différentes. Quand on en vient de manière plus spécifique à la perception des jeunes, il y a la Fondation Jean Jaurès qui a mené une étude très intéressante juste là en 2022. Ils ont interrogé donc des jeunes en France, donc jeunes, une tranche assez réduite entre 18 et 24 ans, mais néanmoins ça donne un curseur. Donc quand ils ont posé la question aux jeunes de savoir, selon vous, quels sont les 3 principaux rôles des grandes entreprises dans la société, le premier, de manière très pragmatique, était de créer de l'emploi et générer de la richesse. Pour 50% des jeunes, c'était ça le principal rôle de l'entreprise. Pour 40%, le deuxième rôle principal de l'entreprise est de donner des moyens aux salariés de s'épanouir, d'avoir une vie épanouissante et des conditions d'existence favorables. Donc là, on en touche à la dimension sociétale de l'entreprise. Et 38%, donc pour ne pas dire 40% d'entre eux, considèrent que la troisième mission principale des grandes entreprises en France, c'est d'être utile à la société. Donc là, qu'est-ce que utile ? On va pouvoir en discuter ensemble, mais je trouvais que c'était des éléments intéressants à partager avec vous aujourd'hui.
Et puis, toujours pour se concentrer sur les jeunes, mais je pense qu'on peut extrapoler un petit peu aux attentes de la société. Quand on leur demande, du coup, sur cette question de utilité, quelle est l'utilité des entreprises quant à la société, pour 40%, ils placent la préservation de l'environnement comme étant le principal objectif sociétal auquel les entreprises doivent s'attaquer. Suivi de la défense du pouvoir d'achat, de la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes, le soutien des jeunes, et en dernière position, donc en 5e, donc on n'est pas très loin, la lutte de manière générale contre les inégalités et les pauvretés. Donc je m'arrête là sur cet aspect un petit peu stat, mais je trouvais que ça retranscrivait bien les lourdes attentes, en fait, qui reposent beaucoup sur les entreprises. On parle aussi bien de pouvoir économique, de pouvoir d'achat, d'épanouissement social et personnel, de préservation de l'environnement et aussi de lutte contre toute forme d'inégalité. Donc peut-être pour engager la discussion sur ce constat-là, je souhaitais me tourner vers toi, Marie-Christine, pour peut-être que tu nous partages un petit peu ton analyse. Donc, en 2022, tu as sorti un livre qui se nomme « Face aux défis, les entreprises se métamorphosent-elles ? Signaux faibles et tendances lourdes de cette métamorphose ». Donc là, on est en plein dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, Marie-Christine, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux enseignements, les principales tendances que tu as tirées lors de ton étude quant à l'adaptation des entreprises face à tous ces constats ? Merci Fanny. Donc l'étude porte uniquement sur 126 personnes. D'accord ? C'est une étude de recherche-action qui est un questionnement qui est le suivant. Par rapport au thème, c'est est-ce que les entreprises se métamorphosent face aux défis et aux enjeux de notre société ? Donc il y a eu 60 chefs d'entreprise qui ont répondu. Les autres sont des étudiants, des salariés, des apprentis. Qu'est-ce que nous dit cette étude ? Cette étude nous dit que la personne est en train de se transformer. C'est-à-dire que le salarié, quand il arrive dans l'entreprise, ne se réduit plus à une fonction. Il arrive avec son identité plurielle. Ça veut dire quoi, une identité plurielle ? Ça veut dire que le salarié, dans l'entreprise, finalement, est un parent, est un citoyen, est un bénévole, plus son activité ou autre casquette. Et le fait d'arriver avec cette unité plurielle et cette conscience de ces différents rôles lui donne des attentes et finalement des besoins. Par rapport à ces besoins et à ces attentes, on voit finalement le besoin de sens. Le besoin de sens. Et aujourd'hui, parmi les jeunes, mais aussi parmi les moins jeunes, parce qu'on voit un phénomène qui est dû à la crise sanitaire, notamment, on voit finalement la création d'une génération intergénérationnelle. C'est-à-dire que globalement, les jeunes, les moins jeunes, se relient. Et notre société donne l'impression que finalement, les liens se délitent. C'est un leurre. Les liens sont en train de se recomposer. Cette recomposition est due finalement à tout ce qui est réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le support de communication change dans une société, et là on le voit au niveau mondial, eh bien il y a une révolution culturelle, une révolution comportementale et une révolution cognitive. Et donc par rapport à ça, on voit le lien intergénérationnel qui va vers les entreprises dans cette unité plurielle avec un besoin de sens. Pourquoi avoir du sens ? Eh bien tout bonnement parce que les personnes souhaitent de plus en plus contribuer et être utiles. Et donc ça rejoint finalement l'étude parce que contribuer et être utile au bien commun, c'est transformer la société pour faire face justement aux enjeux et aux défis. Ce que l'on peut voir globalement, donc là, dans l'étude, il y avait pas mal de jeunes et donc j'ai été invitée, vous le connaissez peut-être, l'association qui est le Réveil écologique. Le Réveil écologique, c'est un mouvement de jeunes qui s'est créé en 2018 de mémoire. Aujourd'hui, ils sont vraiment très très nombreux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes ? Ils se sont emparés de la question de l'écologie. Ils interpellent les pouvoirs publics sur cette question-là. Ils interpellent aussi les entreprises et aussi les grandes écoles. Est-ce que vous êtes en capacité de nous délivrer des programmes qui, au lieu de développer nos compétences, vont faciliter le développement de nos capacités à être
et à s'engager pour régler tout ce qui est problème de dysfonctionnement. Et il y a vraiment la problématique de vouloir être utile pour contribuer à régler les problèmes de société. Alors ces jeunes-là ont créé un site sur lequel finalement ils classent les entreprises, ils classent les écoles en fonction finalement de leur sincérité à répondre aux enjeux écologiques. Donc aujourd'hui, ce qu'il sort, je vais être assez rapide sur la synthèse, Fanny, c'est que l'entreprise, pour une grande majorité de ces jeunes, n'engage plus. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui décident de s'engager pour un projet qui a du sens et qui répond aux enjeux et aux défis. En plus de ça, donc globalement, dans les entreprises, on fait des plans de formation. Ces jeunes-là, finalement, veulent être architectes du développement de leur potentiel. Donc ça va bien au-delà des compétences, ça va au niveau des capacités, au niveau du potentiel, donc ça englobe plus large. Et puis, ce qu'ils demandent aux entreprises, c'est d'être le catalyseur de la transformation de la société. Donc, on voit ce phénomène, et globalement, en synthèse, ce que l'on peut dire, c'est que, effectivement, le fait que la personne croit en maturité pour comprendre l'environnement dans lequel elle est et en voulant être acteur, eh bien, ça entraîne de fortes mutations. Alors, ces mutations bouleversent la société, on le voit actuellement. Donc, ça peut inquiéter, ça peut réveiller des nostalgies, ce que l'on voit aussi, mais ça peut engager des rêves les plus fous, comme on l'a vu à la table précédente. Et donc, il y a une chose, c'est que les liens ne se délitent plus. Donc, les transformations des entreprises qui se font sur des organisations finalement visibles, c'est-à-dire sur la structure, eh bien, ce que demandent les jeunes, c'est que les organisations finalement se transforment, mais par l'organisation invisible, c'est-à-dire comment on crée les liens d'interaction intermétiers, d'une part, inter-parties prenantes, et aussi territorialement, de façon à ce que l'entreprise devienne un élément de création de valeur à l'intérieur des territoires. Merci Marie-Christine, c'est super intéressant parce qu'il y a cette dimension, donc quelles sont les attentes qu'on va avoir vis-à-vis des entreprises dans les nouvelles constructions sociétales d'une part, mais là ce que tu nous décris aussi, c'est l'entreprise comme étant vraiment un lieu de création de nouveaux écosystèmes intergénérationnels, transfert, partage de compétences, et c'est peut-être des choses sur lesquelles on a moins de visibilité, qu'on perçoit moins quand on n'a pas intégré un petit peu la bulle interne d'une entreprise. Et c'est aussi ces espaces-là peut-être qui ont favorisé l'intrapreneuriat et le changement par l'intérieur, si je peux dire. Tout à fait. Super intéressant. Et tu disais aussi, donc il y avait cette demande d'engagement de plus en plus fort. Ça fait écho à d'autres éléments. Toujours l'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure de la Fondation Jean Jaurès. Les jeunes, quand on les interroge sur leur optimisme vis-à-vis du futur, il y en a 1 sur 3, un tiers, qui répondent être plutôt pessimistes, craintifs quant à l'avenir. Et là, je me tourne vers toi, Emma Gaujon. Donc, bonjour, tu as été accompagnée par Life for Good l'année dernière, il me semble. Et suite à cet accompagnement, du coup, plutôt que le salariat, tu as développé un projet à impact, mais d'accompagnement des entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, et nous dire aussi quel est, toi, ton parcours et ce qui t'a mené à ça? Ouais. Alors moi, je viens de Lyon et je suis arrivée à Nice pour faire des études de design en innovation durable. Et en fait, quand tu fais des études de designer, la dernière année, tu dois monter un projet. Donc je savais déjà à ce moment-là que j'allais pas passer une année à faire un projet de diplôme, j'allais passer une année à faire la recherche qui allait me permettre de monter mon entreprise. Et donc du coup, j'ai commencé en fait un peu comme vos démarches, interviewer plein de parties prenantes différentes. Et je me suis donc focalisée sur la ville de Nice et j'ai commencé à travailler du coup avec la métropole dans justement ce besoin en fait de recontextualiser parce que finalement aujourd'hui qu'on soit en France, à New York, à Londres, on vit tous la même distorsion temporelle et géographique de la réalité qui fait que même si on a tous envie d'agir, quelque part on ne le fait pas assez parce que ça ne nous touche pas assez. On n'a pas connaissance du plan climat local ici à Paris ou chez moi du coup à Nice. Et on a le fait de parler de 2100 aussi, c'est beaucoup trop loin, alors qu'il y a déjà des impacts aujourd'hui. Donc tout a commencé ainsi. En fait,
moi, la question qui m'a particulièrement touchée, c'était le fait qu'aujourd'hui, la question sociale et justement la question de l'accompagnement, elle soit souvent reléguée aux associations, et donc heureusement qu'elles sont là. Mais malheureusement, des associations pour accompagner aujourd'hui et dans les espaces publics et nos entreprises, c'est pas assez. Et en plus, quand on est en association, financièrement parlant, c'est pas toujours facile. C'est beaucoup de petites assos, c'est un gros écosystème, mais qui mérite en fait d'être reconnu et d'être aussi payé à sa juste valeur, parce que l'accompagnement, c'est du temps. La transition, c'est du temps, ça ne se fait pas tout seul. Et du coup, moi, ce que j'apporte en entreprise, c'est vraiment cette dimension humaine qui est de dire, les stratégies RSE, c'est génial, il faut ça. C'est la vision de l'entreprise, c'est les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il faut ça. Mais il faut aussi aller voir chacun individuellement et savoir ce que chacun, où il en est, est-ce qu'il sait où il en est, est-ce qu'il sait où il veut aller. Parce que le changement, ça ne s'impose pas, le changement, ça se décide. Et en fait, ça, c'est vrai pour tout. Et donc moi, je vais plutôt apporter une approche un peu psychologique, où je vais vraiment remettre en contexte. Et je vais en fait parler aux individus et dire, finalement, est-ce que vous savez que vous, chaque jour, chaque semaine, vous influencez vos amis, vos collègues, votre famille. Et en fait, le vrai pouvoir à l'échelle individuelle, il est là. C'est que nos petits choix du quotidien, entre dire je vais manger au McDo ou on va manger dans un petit resto abordable, mais qui est avec des produits locaux, ça a un vrai impact. Entre jeter la cigarette par terre ou mettre la cigarette dans le cendrier, ça a un vrai impact. Et du coup, moi, mon rôle, le rôle que j'ai décidé de prendre, c'est celui-là. C'est vraiment d'accompagner et faire remonter en fait les envies des salariés aux entreprises. Et je précise bien les envies et pas ce qu'il faudrait faire, parce que l'entreprise, elle sait déjà ce qu'il faut faire. Mais par contre, en tant qu'individu, on a toujours plus cette tendance à faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, c'est ça que je veux faire remonter pour après permettre de créer plus d'engagement, parce qu'aujourd'hui, en entreprise, donc sur 27 millions d'actifs, il n'y a que 15% qui se disent engagés dans la stratégie RSE de leur entreprise. Pourtant, 70% souhaitent l'être davantage. Donc, il y a une vraie envie. Il y a une vraie envie de s'engager. Il y a un vrai besoin d'accompagner ce changement-là et de soutenir nos entreprises et nos territoires dans cette transformation. Et est-ce que, Emma, tu te reconnais un petit peu dans les grandes tendances que nous a présentées Marie-Christine, dans ces chiffres un petit peu sur les attentes des jeunes vis-à-vis de l'entreprise? Est-ce que c'est des choses qui, toi aussi, ont drivé un peu ton parcours? Et deuxième question, qui fera le lien avec Raphaël par la suite, c'est comment créer ce lien entre une organisation structurelle, donc une politique RSE, l'adoption d'une raison d'être, et l'individu au sein d'une structure, au sein d'une entreprise? En fait, je pense que tout s'alimente et que la vision d'une entreprise va aussi porter ses salariés et que du coup, le salarié, parce qu'il va pouvoir faire sur le terrain, une entreprise qui va par exemple être multisite, va avoir différents cadres culturels. En fonction du territoire, on n'a pas les mêmes offres, on ne sait pas les mêmes entreprises qui vont s'occuper du recyclage. Tout est très différent. Et oui, après, moi, personnellement, je me retrouve bien sûr dans ces discours-là. Et je me rends même compte que les générations beaucoup plus jeunes sont encore beaucoup plus touchées parce qu'elles sont nées dedans. Et je pense qu'on est tous de plus en plus sensibles et quelque part de plus en plus connectés à ce qui est essentiel. On remet tout en question, en fait, même la question du travail. On se pose la question, mais travailler pourquoi? Est-ce que c'est vraiment 35 heures? Est-ce que c'est vraiment toujours d'actualité finalement? Il y a le télétravail aussi qui revient. Il y a de plus en plus de gens qui aussi vont être indépendants en recherche de cette espèce d'équilibre entre le pro et le perso. Donc ça va bien au-delà. C'est vrai qu'on parle d'écologie, mais je pense que c'est même pas une question de transition écologique, c'est une question de se reconnecter à l'essentiel, comment on l'envisage, sans forcément parler d'environnement. Ça passe par soi. Et je pense que le questionnement qui est le plus fort et celui qui nous fallait le plus loin, c'est pas juste de s'arrêter à la biodiversité, à l'environnement, à l'impact. C'est nous, comment on interagit, comment on crée nos nouveaux liens, comment on raconte nos histoires, comment on continue d'évoluer dans ce sens qui va nous permettre à chacun, par complémentarité,
voilà, d'aller plus loin et de faire avoir un impact positif finalement. Merci Emma, et c'est très intéressant parce que finalement, ce sur quoi on met le doigt, c'est qu'on est une génération qui a des attentes de l'ordre du commun, la préservation de l'environnement, de la biodiversité, la lutte contre les grandes exclusions, mais on a aussi des attentes de l'ordre du personnel, l'équilibre, re-questionner le temps de travail, le rapport au travail, la production de richesses. Et ça nécessite forcément une prise en compte pour rester dans la course, si je peux dire comme ça, et pour surtout continuer d'apporter une réponse efficace, pertinente et adaptée pour les entreprises, d'en tenir compte. Donc Raphaël, je me tourne vers toi. Je l'ai indiqué tout à l'heure, tu es donc la directrice de l'engagement chez BNP Paribas. Donc la première question, c'est, moi je me fais un peu une idée, mais qu'est-ce que ça signifie être directrice de l'engagement au sein d'une grande structure, de manière générale, et plus spécifiquement, chez vous, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ton job? En quoi ça consiste? Alors, bonjour à tous. Alors, pour faire simple, l'engagement d'entreprise, je dirais que c'est la volonté, on a parlé tout à l'heure, Emma parlait d'impact positif, donc d'avoir un impact toujours plus grand sur les grands défis de notre époque, que sont la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, et bien sûr de la transition juste, on parle de plus en plus d'inclusion sociale. Donc, comment, en faisant notre métier, donc là, moi, je suis directrice de l'engagement d'entreprise pour une banque, donc comment, au cœur de notre métier, on a cet impact positif de plus en plus large. Et quand on parle d'engagement d'entreprise, ça veut dire aligner notre modèle d'entreprise sur tous ces enjeux, que ce soit, bien évidemment, notre stratégie, je vais y revenir, nos valeurs, notre code de conduite, etc. Alors moi, je suis effectivement directrice de l'engagement de la Banque commerciale en France. Donc la Banque commerciale en France, ce sont les agences, ce sont les centres d'affaires, c'est 22 000 collaborateurs. Et notre métier, c'est d'accompagner nos clients particuliers, entreprises, dans leurs projets. Et donc, quand on fait de l'engagement d'entreprise, l'objectif, c'est de faire en sorte d'accompagner aujourd'hui nos clients dans cette transition écologique et sociale. Le plus grand levier que nous ayons pour nous transformer, c'est l'accompagnement de nos clients sur ce chemin de la transition. Et nous saisissons d'ailleurs l'opportunité de notre plan stratégique pour passer à l'échelle. Je crois que le gros enjeu de tous, c'est gagner la bataille de l'échelle. Donc, pour passer à l'échelle, l'accompagnement de nos clients. Et donc, quand on dit ça, vous avez parlé toutes les deux de transformation. Donc, pour une banque, c'est une transformation importante. Donc, notre plan de finances durables est en fait un plan de transformation. Et nous l'avons structuré autour de 3 piliers de transformation. Le premier, si on veut accompagner nos clients dans leur transition, il faut bien évidemment qu'on développe des solutions qui vont leur permettre de faire cette transition. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit, Emma. Donc, par exemple, sur les clients entreprises. La première étape, nous, on a des clients entreprises, c'est de connaître où ils en sont par rapport à ces enjeux. C'est quoi le niveau de maturité par rapport à ces fameux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance? Donc, on propose à nos clients PME, donc la banque commerciale, on a plutôt les PME et les ETI, d'abord de faire un autodiagnostic qui est très simple, en une quinzaine de questions, pour qu'ils sachent est-ce que sur l'environnement, ils mesurent leur bilan carbone, est-ce qu'ils gèrent leurs déchets, sur le social, est-ce qu'ils ont une politique de diversité, est-ce qu'ils recrutent en local des personnes éloignées du marché de l'emploi, sur le côté gouvernance, est-ce qu'ils ont mis en place une stratégie. Ça permet du coup de savoir où ils en sont au niveau de maturité et ensuite de leur proposer des solutions. Donc ça peut être des solutions avec des partenaires experts. Il y a un enjeu important, on en parle toujours, c'est l'atteinte de la neutralité carbone. Donc ça, il faut savoir là aussi d'où on part. Donc on propose à nos clients entreprises de faire un bilan carbone pour qu'ils puissent prioriser leurs actions. Et puis après, on va arriver avec notre métier de financeur pour leur apporter des solutions de financement. Donc on développe, le premier enjeu, c'est de faire en sorte d'avoir de plus en plus de solutions pour accompagner nos clients entreprises, nos clients particuliers. On va parler beaucoup de rénovation énergétique, mais aussi parce qu'on est chez Génération Impact, les entrepreneurs Impact, puisqu'on a, nous, un dispositif dédié aux entrepreneurs Impact. Et l'enjeu, puisque c'est ces entrepreneurs qui vont nous permettre de résoudre pas mal de sujets pour cette transition. Donc, comment on donne un maximum de marge de manœuvre à ces entrepreneurs sociaux, entrepreneurs Impact, qui, pour nous, c'est eux qui vont avoir les solutions. Donc, le premier enjeu de la transformation, c'est les offres. Le deuxième enjeu, et il est crucial, pour proposer, accompagner nos clients, on a besoin de chargés d'affaires qui parlent une nouvelle langue. Donc on a un vrai sujet de développement des compétences. Et ça, c'est le vrai sujet de toutes les entreprises qui vont entamer cette transformation. C'est-à-dire que dans la banque, on sait parler financier, on ne sait pas parler extra-financier. Aujourd'hui, on va demander à un chargé d'affaires de parler bilan carbone, de parler économie circulaire, de parler rénovation énergétique. Ça, c'est les nouveaux paramètres qui doivent être intégrés dans les conversations qu'on a avec nos clients. Mais cette deuxième langue, elle est
pas naturel. La matière est très complexe, elle est très mouvante. Donc on a ce gros enjeu. Donc concrètement, on a lancé l'année dernière ce qu'on a appelé Banquier engagé, l'Académie BCEF, vous avez reconnu Banque commerciale en France, avec plusieurs enjeux. Le premier étage, c'est de se dire, il y a 22 000 collaborateurs, il faut que tous... Là, c'est la conscience pour l'action. Je reprends ce que vous avez dit, que tous au moins se prennent conscience des enjeux. On parle de neutralité carbone, c'est très conceptuel. Ça veut dire quoi? On parle de réchauffement climatique, c'est quoi le risque pour nos clients, pour nous? C'est quoi tout ce jargon qu'on utilise en permanence? C'est quoi l'engagement de la banque? Donc ça, c'était et donc là, c'était des modules très simples, très ludiques qu'on a fait passer aux 22 000 collaborateurs. Et puis on arrive dans un deuxième étage de la fusée, et c'est de se dire, pour pouvoir parler à nos clients, les chargés d'affaires là, doivent avoir un niveau un petit peu plus approfondi de connaissances. Donc quand on parle d'économie circulaire, c'est savoir c'est quoi bien évidemment cet enjeu de passer du linéaire au circulaire, mais ça veut dire quoi pour nos clients? C'est quoi en fonction des secteurs d'activité, les enjeux de circularité qui vont dépendre des secteurs d'activité? C'est quoi les réglementations qui vont s'imposer à nos clients? Et comment nous, en tant que banque, on va pouvoir les accompagner? Donc ça, c'est le deuxième enjeu, donc formation. Et puis le troisième, puisque pour que ça marche, et on en parlera tout à l'heure, on a effectivement tous à passer à l'échelle. Le passage à l'échelle dans une banque, ça passe par on va parler par les data. C'est-à-dire que comment on intègre des nouvelles données dans nos systèmes d'information. C'est-à-dire que l'industrie bancaire, en règle générale, nous, on n'utilise que des données financières. On utilise, alors souvent on accompagne, on regarde ce que c'est en rentabilité, ce que c'est en risque. Et aujourd'hui, on doit intégrer ces sujets d'impact. Donc ça, c'est un gros enjeu d'industrialisation. Comment on est capable d'intégrer, de collecter des nouvelles données qui vont nous permettre de suivre notre performance commerciale, qui vont nous permettre de suivre nos process crédits, qui vont nous permettre de suivre les engagements qu'on prend pour aligner notre stratégie sur la stratégie de neutralité carbone. Donc tout ça, c'est très nouveau. Et pour parler très concrètement, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé de rénovation énergétique, par exemple, quand aujourd'hui, on fait un crédit à un client qui vient donc, financer son bien immobilier, on va l'inciter, s'il est sur une passoire thermique, à faire des travaux de rénovation. Mais non seulement on va regarder si on fait des travaux de rénovation énergétique, mais on va collecter son diagnostic de performance énergétique à l'entrée et à la sortie, et on va piloter notre portefeuille de crédit immobilier pour savoir si ces crédits de rénovation ont un impact sur l'étiquette énergétique globale de notre portefeuille. Donc c'est ça la grande transformation qu'on est en train de mener de manière très concrète. Et juste pour rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux, là on a une stratégie. On a un plan d'action, c'est deux éléments essentiels pour engager bien évidemment un plan de transformation, mais sans... Alors j'ai bien aimé le catalyseur de la transformation, c'est vous qui l'avez dit. Effectivement, c'est les collaborateurs de la banque qui sont... Si on n'arrive pas à avoir l'adhésion des collaborateurs, ça ne fonctionne pas. Des collaborateurs, alors jeunes ou vieux, parce qu'on parle beaucoup de jeunes, on est génération impact, mais franchement, je vais vous dire que dans les 22 000 collaborateurs, il y a peu de résistance, parce que comme vous le dites très justement, ce sujet-là nous connecte à notre quotidien, et finalement, on est tous, en dehors de notre statut de collaborateur, d'entreprise, on veut tous être des contributeurs. Donc clairement, pour que ça fonctionne, et donc on a des communautés d'engagés partout sur les territoires, et je peux vous dire qu'ils sont transgénérations. Merci beaucoup Raphaël. Et du coup sur ce point, vraiment sur l'engagement, l'embarquement plutôt des collaborateurs, jeunes ou moins jeunes, est-ce que vous le sentez un petit peu ce travail peut-être de vulgarisation? Là tu nous as expliqué pas mal de choses, mais ce travail peut-être de vulgarisation pour clarifier votre engagement, quels sont les accomplissements, les contraintes, les difficultés pour embarquer aussi des nouveaux talents, des nouveaux profils. Tu parlais du besoin de gérer une nouvelle batterie de compétences et un nouveau langage, donc je pense que c'est aussi, j'imagine, un enjeu pour les entreprises que de recruter ces personnes-là qui sont formées. On parlait d'un réveil écologique qui veillait à ce que les formations d'aujourd'hui soient adaptées à vos besoins. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous sentez? Et si oui, bien que tu n'aies pas une casquette RH ici, mais comment ça se matérialise dans l'agilité d'une structure comme la vôtre? Alors je pense que là, tu touches du doigt le plus crucial. Donc à la fois, il faut qu'on transforme, qu'on développe les compétences de tous les collaborateurs de la banque qui sont aujourd'hui dans la banque. Mais effectivement, de plus en plus, quand on va faire des recrutements, et d'ailleurs je crois que j'ai une collègue ressources humaines qui est dans la salle, effectivement de plus en plus, quand on va finalement recruter et interviewer les collaborateurs qui nous rejoignent,
eh bien, on va les interroger sur où ils en sont eux aussi sur ces sujets socio-environnementaux. Est-ce qu'ils ont une formation? Quel est leur ressenti par rapport à ces sujets? Ça intègre de plus en plus les critères qu'on va regarder lors du recrutement. Et on travaille avec pas mal d'écoles aujourd'hui pour justement contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus de formation dans les écoles sur ces sujets. Parce que clairement, on a besoin de data, de data scientists pour mesurer ces avancées ESG. On a besoin de gens qui ont compris, nous, quand on accompagne nos clients dans leur transition, la banque BNP Paribas, on a des grands clients entreprises. Donc vous imaginez qu'il faut qu'on ait de fortes connaissances par secteur d'activité sur ces sujets. Donc quelles que soient les écoles qu'on fait, donc effectivement, on est très proche aussi du réveil pour un mouvement écologique, puisqu'il est important qu'on puisse recruter des nouvelles compétences. Et je pense que c'est la deuxième question. On a tous un rôle à jouer. Donc de toute façon, si on veut gagner la bataille de l'échelle, il faut que chacun soit des contributeurs, acteurs, et en fonction du rôle et de la mission qu'on a dans la société, qu'on soit orienté pleinement sur ces missions qui sont fondamentales. C'est vraiment ça le sujet, parce qu'on est dans une transformation fondamentale de l'économie. Donc il faut que tout bouge à tous les étages. Exactement. Merci beaucoup Raphaël pour cette illustration qui est propre à BNP Paribas. Sylvain Boucheron, je me tourne vers toi peut-être pour que tu puisses nous donner un panorama un peu plus large des grandes transformations à l'œuvre dans les grandes entreprises. Donc au quotidien chez Belle Évolution, vous accompagnez des grands groupes dans leur transition, ce qui permet une vision un peu plus large. Est-ce que toi tu dégages un peu une tendance principale ou quelle est la perception, l'adaptation des grandes entreprises face à un besoin à la fois d'avancer dans ses performances économiques et dans son mandat initial, mais de rester, d'accélérer dans ses engagements de transition écologique et sociale, de rester ou de devenir attractif vis-à-vis du grand public et notamment de nouveaux talents à recruter? C'est quoi le panorama? Je crois qu'il y a encore énormément de boulot. Ce qu'on observe sur la question de la transition écologique, c'est déjà l'urgence des enjeux et la marche qui est à franchir, la marche qui est devant nous. Il est important de le rappeler pour se rendre compte des transformations qui vont être nécessaires, que certaines entreprises ont commencé à aborder, mais dont je crois qu'on est encore loin d'être arrivé à la fin du voyage. On parle de la question du climat. Il faut qu'on divise en France par 5 notre empreinte carbone. Divisé par 5, c'est énorme, c'est moins 80%. Ça doit toucher tous les piliers de l'économie. On ne baisse pas de 80% les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise en faisant quelques actions à la marge. Donc il y a une réflexion profonde sur les modèles économiques qu'il faut engager. J'y reviendrai un petit peu après. On parle assez peu, même si ça commence à venir un peu dans les débats, la question de la biodiversité. Il y a un effondrement majeur de la biodiversité. Je rappelle que la biodiversité, c'est ce qui nous permet de respirer. Les molécules d'oxygène que vous respirez en ce moment, ça a été probablement produit par les arbres et les plantes qui ne sont pas très loin, par tout un tas de phytoplanctons qui sont aussi dans les océans. Tout ce que vous mangez, ça vient de la biodiversité. Les tissus que vous portez dans vos habits viennent de la biodiversité, etc., etc. Les chaises en carton sur lesquelles on est assis, je vous rappelle que c'était, il n'y a pas très longtemps, un arbre. Donc toute l'économie, aujourd'hui, si elle fonctionne bien, c'est parce qu'elle est liée à la biodiversité qui nous fournit des ressources, des services et dont on bénéficie d'ailleurs gratuitement aujourd'hui. On parle de plus en plus de la question de l'eau. On voit qu'elle va se raréfier, qu'elle va être de mauvaise qualité, qu'on va avoir des épisodes de sécheresse de plus en plus importants. Comment on fait quand on est une entreprise, une activité qui utilise de l'eau ou qui peut la dégrader pour faire une transformation suffisamment importante pour atteindre les enjeux? Donc on parle beaucoup des limites planétaires, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Et donc comment est-ce qu'on se positionne dans ce nouveau schéma de pensée? Comment on peut imaginer des entreprises qui rentrent dans ce pas? Là, je parle que des enjeux environnementaux. Il y a la même question sur les enjeux sociaux, les enjeux de droits humains, dont on voit les conditions de travail dans un certain nombre de chaînes de valeur qui sont tout à fait effroyables et dont il faut qu'on arrive à sortir assez rapidement. Donc déjà, de prendre la mesure des transformations qui sont nécessaires devant nous, c'est la première chose à faire. Et tout à l'heure, c'était évoqué, les entreprises savent ce qu'elles doivent faire. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, toutes les entreprises aient une bonne conscience de la marche à franchir. Nous, on essaie de les sensibiliser, de présenter finalement des options de feuilles de route pour les entreprises. Certaines ne sont pas complètement prêtes à rentrer dans une transformation profonde. Pardon, cela dit, prête par manque de conscience, comme tu le dis, ou prête techniquement et matériellement? Un petit peu tout. Pour certains, c'est une question de prise de conscience, d'être prêt à assumer des transformations profondes. Quand on parle de transformer son business model, ça veut dire être capable de faire le choix d'arrêter une activité si on considère qu'elle est trop polluante, qu'elle n'a pas de sens dans un monde bas carbone, dans un monde écologique
compatible avec les limites écologiques, ben peut-être dire cette activité, il faut que je l'arrête. C'est pas simple. Qu'est-ce que je fais de l'argent que j'avais investi? Qu'est-ce que je fais des personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité? Qu'est-ce que je fais de toute la chaîne de valeur éventuellement qui en dépend? Donc ça demande parfois du courage assez important. Comment je fais pour transformer les autres activités, mes produits, mes services? Tout à l'heure, il y avait une table ronde sur le transport. On voit que le monde du transport, il y a quand même beaucoup de startups qui se lancent sur du transport un petit peu plus responsable et d'autres qui ont du mal à faire évoluer. Quand on voit les publicités pour faire un aller-retour au bout du monde à 50 €, c'est quand même assez surréaliste aujourd'hui dans un monde où on explique de plus en plus qu'on va subir l'impact du changement climatique. Donc, il faut être capable de faire évoluer ses produits et ses services de manière parfois un petit peu profonde. Et après, l'enjeu qui est devant les entreprises, c'est aussi le déploiement. Comment on fait une fois qu'on a construit sa feuille de route pour la déployer? C'est ce qui était évoqué un petit peu à l'instant. Quand on a 22 000 collaborateurs, il faut que chacune et chacun devienne acteur de cette feuille de route de transformation. Donc là, il y a un enjeu managérial très important qui ne peut pas se faire en un claquement de doigts non plus. Donc ça fait une dimension sociale que l'on doit prendre en compte dans ces feuilles de route. Il y a après une dimension qui peut être technique ou financière. Comment on fait pour financer une feuille de route de transformation? Donc il y a des entreprises, des banques qui commencent à proposer des solutions. Parfois ça coûte plus cher. Qu'est-ce qu'on fait si mon produit coûte plus cher parce qu'il est écologique? Est-ce que j'essaye de convaincre mes clients? Est-ce que je fais une bonne campagne marketing pour expliquer que même s'il coûte plus cher, c'est parce qu'il a des avantages socio-environnementaux et donc finalement ça vaut le coup d'investir un petit peu plus dans ce produit ou pas? Donc là, il y a des choix qui peuvent être faits au niveau du marketing. Et puis des questions techniques, il y a de l'innovation à mener. La technologie, elle ne résoudra absolument pas tout. Par contre, il y a un certain nombre d'innovations qui peut être utile dans le cadre de la transition écologique et sur lequel il faut qu'on continue à faire de la recherche, de la R&D et avoir des labs, de l'innovation qui peut être fait au niveau technologique, au niveau social également. Donc ça, c'est ce qui est devant les entreprises. Ce qui va être, je crois, important, c'est le regard qu'apportent les jeunes, c'était évoqué tout à l'heure, et les moins jeunes d'ailleurs, une certaine exigence vis-à-vis des questions de responsabilité sociétale d'entreprise. Le fait qu'il y ait une demande et que ce soit un critère de choix pour aller travailler dans telle ou telle entreprise, ça force quand même les boîtes à faire un pas de côté et à se dire, bon, finalement, si j'y vais pas aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu réfractaires, si j'y vais pas aujourd'hui, je vais pas arriver à recruter, donc demain, si j'ai plus de ressources humaines, j'ai plus de modèle économique du tout. Donc ça, pour les entreprises qui n'avaient pas fait, soit pas compris, soit qui n'avaient pas très envie de comprendre la transition écologique, ça fait un facteur quand même d'engagement qui me semble important. Et après, une fois qu'on est dans l'entreprise, ce qui va être essentiel, c'est de garder son exigence et s'assurer que ce qui est affiché, c'est bien ce qui est mis en œuvre et être contributeur soi-même de cette mise en œuvre. Et parfois, ça a des impacts sur les modes de vie. Comment je me déplace pour aller sur mon lieu de travail, d'avoir des modes de transport doux par exemple, ça peut faire partie d'une des solutions. Comment est-ce que l'entreprise peut accompagner à avoir de nouveaux modes de transport pour aller au travail, etc. Tous les nouveaux modes de travail à distance, hybride, qui sont en train de s'imaginer dans les entreprises. Voilà, donc comment est-ce qu'on est aussi soi-même acteur et vigilant sur les engagements qui sont pris, la réalité de leur mise en œuvre. Donc là, je crois qu'il y a un rôle très important de l'ensemble des générations en fait, qui sont dans l'entreprise pour accompagner cette transformation. Merci Sylvain. C'est intéressant d'avoir un petit peu une vision globale et de comprendre aussi quelles sont les contraintes en réalité, parfois techniques, matérielles, humaines, que rencontrent les entreprises lorsqu'elles engagent une transition, notamment. Néanmoins, donc je dis, moi je représente Convergence ici et notre mandat c'est vraiment de favoriser un dialogue assez constructif entre tous les secteurs, tous les acteurs qui vont souvent avoir, parfois même souvent, avoir des opinions pas toujours tout à fait alignées ou qui vont se challenger les uns des autres. Néanmoins, d'avoir ce dialogue, mais toujours avec une certaine transparence et une certaine honnêteté dans la maturité qu'on peut avoir chacun face à ces grands enjeux. Donc, on a vu un petit peu chacun quel est votre angle d'attaque sur la question du rôle des entreprises dans la transition écologique. La question que je souhaite vous poser de manière collective, c'est selon vous, est-ce que réellement chacun a sa place? Est-ce que chacun a un rôle à jouer? Entrepreneurs sociaux, on l'a vu lors de la table ronde un petit peu plus tôt, mais vis-à-vis des entreprises, est-ce qu'on peut considérer que les entreprises ont réellement un rôle à jouer? Et qu'est-ce qui permet de dire qu'une structure, qu'importe son mandat, sa raison d'être, est légitime à dire avoir des engagements et à prétendre ou à affirmer, en tout cas, contribuer à ces grands enjeux sociétaux?
Si je peux... Ouais. Dans le prolongement, je crois que tous les acteurs sont légitimes et tous les acteurs doivent faire un pas en avant et doivent être acteurs de la transition écologique. Et ce que tu dis sur la question du dialogue, ça me semble aussi fondamental. On ne peut plus penser l'entreprise comme étant une institution un petit peu hors sol et déconnectée du reste. Une entreprise, elle est ancrée dans les territoires, elle a des fournisseurs, elle a des clients, elle a des salariés. Il y a des institutions qui fixent des règles et donc le lobbying qu'on s'autorise ou pas à faire pour faire évoluer les règles qui sont favorables à la transition écologique, ça fait partie aussi des réflexions que doivent mener les entreprises. Et je crois qu'il y a beaucoup de sujets liés à la transition environnementale qui vont être nécessités d'avoir un dialogue multi-acteurs. Je reprends la question de l'eau sur un territoire quand il n'y a pas d'eau. Qui décide, qui a le droit d'utiliser le peu d'eau qui est disponible ? Est-ce que c'est l'entreprise qui dit moi j'ai le droit parce que, etc. Est-ce que c'est la collectivité qui dit moi je le prends pour distribuer à toutes mes politiques publiques ? Est-ce que c'est les citoyens qui disent moi je veux de l'eau à mon robinet pour prendre ma douche le soir, arroser mon jardin, ma voiture ou ma piscine ? Comment on fait ? Est-ce que c'est les agriculteurs qui nous expliquent qu'effectivement ils vont produire la nourriture et donc ils sont prioritaires pour avoir accès à l'eau ? Comment est-ce qu'on peut avoir une gouvernance démocratique finalement des ressources qui vont aller en se raréfiant ? Donc là, je crois qu'il y a un rôle très important des entreprises, mais de l'ensemble des acteurs que l'on va avoir dans la société, sur lequel il va falloir apprendre à dialoguer et peut-être apprendre à mieux partager, quelque chose qu'on avait peut-être un petit peu oublié quand on pensait que les ressources étaient infinies, et se dire finalement, voilà, est-ce que je suis prêt à accepter de baisser un petit peu mon activité, mon objectif de croissance, mon objectif de chiffre d'affaires, parce que y a moins d'eau et j'accepte de me dire qu'il y a d'autres activités qui ont le droit d'utiliser un petit peu cette eau. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble des ressources. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement prêt. Et les démarches de RSE, responsabilité sociale d'entreprise, de dialogue avec les parties prenantes, elles peuvent être une partie de la solution si l'entreprise est prête à se réencastrer finalement dans la société dans laquelle elle évolue. Ouais, de vraiment prendre la mesure du panorama global, Raphaël. Alors d'abord, il y a déjà un consensus assez important avant l'action, c'est qu'il y a un consensus sur l'urgence à transformer l'économie, à tourner la page du carbone, à limiter l'épuisement des ressources et bien sûr à faire en sorte de réduire les inégalités sociales. Et la bonne nouvelle, c'est quand même, parce qu'il faut être positif, c'est qu'il y a un mouvement d'accélération qui est à l'œuvre un peu partout dans le monde. Après, pour que cette transformation, ça fonctionne, puisque c'est ça le sens de la question, effectivement, il faut que collectivement on agisse et que collectivement on change le logiciel, puisqu'on a tous un rôle à jouer. Et les attentes sont immenses, et finalement les attentes qui pèsent sur les épaules à la fois des pouvoirs publics, des entreprises, des citoyens, c'est l'ampleur et le rythme qu'on va mettre dans cette transition. Alors, quand on dit que tout le monde a un rôle à jouer, en Europe, il y a d'abord les pouvoirs publics. On a la Commission européenne qui, vous le savez, c'est elle qui est à la manœuvre pour poser le cadre de cette transformation. C'est-à-dire qu'elle est en train de poser des nouvelles règles pour inciter tous les agents économiques, que ce soit les entreprises, que ce soit les banques, à orienter de plus en plus leurs activités, leurs financements, leurs investissements sur les secteurs qui vont nous permettre cette transition écologique. Donc ça, c'est déjà important d'avoir ce cadre, parce que sans cadre, c'est quand même les règles qui vont nous permettre d'avancer. Puis ensuite, il y a les entreprises. Alors, parmi les entreprises, moi je représente la banque, donc bien évidemment, les banques ont un rôle important à jouer, puisque lorsqu'on est une banque, notre métier, c'est d'être au service de l'économie. Donc face à une économie qui se transforme de manière fondamentale, le métier de la banque, c'est de financer la transformation de cette économie. Donc on en a parlé tout à l'heure, d'où le plan de transformation. Et puis quand on est une banque comme BNP Paribas, on est la première banque du secteur en Europe, parce que derrière la question, il y a aussi la responsabilité. Donc effectivement, quand on est la première banque du secteur en Europe, on a une responsabilité un peu différente. D'ailleurs, BNP Paribas, on dit toujours qu'on veut être une locomotive de la finance durable dans le monde. Et en fait, au-delà de dire on est une locomotive, c'est pas montrer nos gros bras, mais c'est d'être à la hauteur finalement de notre responsabilité et des ambitions de l'Europe. Parce que notre métier à nous, finalement, c'est de rendre concret la feuille de route européenne, c'est de faire en sorte que ce fameux pacte vert pour l'Europe, qui veut faire en sorte que l'Europe soit le premier continent à atteindre la neutralité carbone en 2050, que nous, on rende concret et réel, on permette cette feuille de route. Donc quand on est banque
premier secteur en Europe, ça veut dire qu'on accompagne toutes les entreprises, les grandes entreprises qui investissent un peu partout dans le monde. Alors, ce n'est pas forcément les entreprises qui sont dans la Banque commerciale en France, mais qui sont dans le groupe BNP Paribas. Et donc, le premier enjeu, c'est d'accompagner tous les secteurs, quels qu'ils soient, dans cette transition, de faire en sorte qu'ils puissent modifier leur outil industriel, parce qu'on est vraiment dans cette transformation. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas le niveau de maturité. Je peux vous dire que les plus grandes, de toute façon, elles n'ont pas trop le choix, puisque la réglementation existe. Et donc si elles ne se transforment pas, de toute façon, elles vont être dans un monde économique qui ne correspondra plus à ce qu'elles sont. Donc il y a déjà ce premier enjeu. Donc concrètement, pour être opérationnel, la banque développe des communautés d'experts, on peut appeler ça, nous on appelle ça le Low Carbon Group. Donc c'est des experts qui vont accompagner, donc il y a 200 experts qui vont accompagner ces grandes entreprises de tous les secteurs, donc c'est des ingénieurs secteur par secteur dans cette transition. Bien au-delà de cet engagement de tous les secteurs, il y a des secteurs qui sont plus émetteurs que d'autres en matière de gaz à effet de serre. Et donc il y a cette volonté, et ça c'est une volonté, une coalition de beaucoup de banques dans le monde, quasiment aujourd'hui 140 banques sur tous les continents, qui ont intégré ce qu'on a appelé la Net Zero Banking Alliance. Mais pour faire simple, quand on est une banque, c'est au travers de nos financements qu'on émet le plus de gaz à effet de serre. Donc en fait, on prend l'engagement d'aligner nos portefeuilles de financement sur cette stratégie qui va nous permettre de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc chez BNP Paribas, on a identifié les 10 secteurs les plus émetteurs. Et puis sur chacun de ces secteurs, on se prend des scénarios, donc ce n'est pas les nôtres, c'est de l'Agence internationale de l'énergie, ce n'est pas nous qui allons décider de la trajectoire. Et quelle est la trajectoire secteur par secteur pour être au rendez-vous de cette fameuse neutralité carbone qui est bien évidemment un objectif collectif. Alors parmi ces secteurs, donc on prend des engagements qui sont chiffrés, qui sont publics, il y a un secteur qui focalise bien évidemment toutes les attentes, toutes les impatiences, c'est le secteur de l'énergie. Donc ce n'est pas forcément le plus gros secteur, nous, en matière de poids dans l'ensemble de nos financements, mais bien évidemment, c'est le secteur qui émet le plus de CO2. Et donc, du coup, sur ces secteurs de l'énergie, l'objectif, c'est progressivement qu'on sorte effectivement du carbone pour aller de plus en plus vers les énergies renouvelables. C'est ça le sens de l'histoire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, les engagements, ce n'est pas maintenant qu'on les a pris. Ça fait déjà depuis quelques années que les banques, de manière générale, et BNP Paribas en particulier, prennent en considération ces enjeux. Et donc, quand on regarde la photo aujourd'hui du financement des crédits de l'énergie, on voit qu'on est à 60% sur du financement bas carbone, à 40% sur du financement carbone. Il y a 10 ans, on était 90-10. 90 sur le carbone et 10% sur le bas carbone. Simplement pour montrer cette dynamique. Alors bien évidemment, on ne va pas dire on est fier, on a réussi, parce que c'est qu'une étape, on n'a pas fini. Donc on prend sans arrêt de nouveaux engagements. Donc là, on vient de porter une nouvelle accélération qui pour nous est très importante, c'est se dire... parce qu'il y a des solutions nouvelles qui arrivent, parce que la technologie commence à le faire, on ne peut pas décréter du jour au lendemain, on tourne la page du carbone si on n'a pas de solution alternative pour sortir. Sinon, ce serait dangereux pour le reste de l'économie. Donc il faut qu'on ait des énergies renouvelables, il faut qu'on ait des technologies. Aujourd'hui, on se rend compte que on devient plutôt pas mal dans les usines de batteries. On commence à comprendre un peu plus comment ça va se passer sur l'hydrogène. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. On voit que les énergies renouvelables commencent à se développer de plus en plus. Il y a la réglementation aussi qui nous aide, puisque en 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques en Europe. Tout ça fait qu'on peut prendre et accélérer. Et donc, on a pris cette accélération à très court terme en 2030, d'avoir en fait sur ce secteur de l'énergie des financements qui vont financer à 80% du bas carbone et à 20% du carbone. Donc ça, c'est juste le sens de cette responsabilité. Et pour terminer, simplement, c'est de dire que même si on a tous envie d'aller très vite, et toutes les questions, et l'impatience, elle est pour tout le monde, elle est pour les banques, elle est pour les entreprises, elle est pour les citoyens. Il faut qu'on avance, qu'on accélère. Il faut se dire qu'on doit être très ambitieux. Puis après, il faut aussi parfois faire preuve un peu d'humilité. En revanche, ce qui compte, c'est d'avoir une vraie stratégie de long terme. Ce qui compte, et c'est ce que vous avez dit en introduction, c'est qu'on ne fasse pas un petit peu de côté, un petit peu de climat, un petit peu de social, un petit peu de vert, un petit peu de brun. C'est que la vision qu'on ait, c'est qu'on ait généralisé tous ces sujets. Et si on a cette vision et cette stratégie, il faut qu'on continue à être accéléré, mais il faut aussi qu'on soit bien conscient qu'il y a un temps de l'industrie et que ce temps de l'industrie, parfois, il prend un peu plus de temps que le reste. Mais en attendant, en tout cas, nous, la banque qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on faisait à 10 ans et ce n'est pas celle qu'on fera dans 5 ans.
C'est intéressant, merci Raphaël, de replacer un petit peu le temps et la nécessité, le temps nécessaire pour engager ces transitions selon la structure qu'on porte et la responsabilité qui vient avec. Peut-être ce que je retiens de votre rapport à tous les deux sur cette question-là de la légitimité de chacun des acteurs et de la complémentarité, c'est que du point de vue de l'entreprise, il y a les engagements vis-à-vis de l'externe, donc l'accompagnement, le partenariat, le dialogue avec les parties prenantes, mais aussi le besoin, avec les contraintes qu'elles emportent, de faire des engagements internes quant au changement, l'évolution de nos activités et dans l'embarquement des collaborateurs. Marie-Christine, sur cette question de la légitimité de tous, et notamment des entreprises, à être acteurs de la transition, quels sont un petit peu tes retours en tant que coach de psychologie appliquée au travail ? Alors, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est avant et après Covid. Donc, quand dans l'étude, elle a commencé en 2019, il n'y avait pas le Covid. Alors, ce qui se passait, c'est que quand je posais la question, où est-ce que vous en êtes finalement dans la transformation, dans la métamorphose en profondeur, c'est-à-dire la transformation en profondeur de vos entreprises? J'avais les réponses suivantes, le contrôle, le financier, etc. Donc le social et le sociétal, ainsi que l'écologie, n'étaient pas abordés. Et j'avais des chefs d'entreprise qui ne se sentaient pas très concernés par ces problèmes-là. Ensuite, il y a eu le Covid. Et donc le discours au moment du confinement et puis du déconfinement a changé. Et ce qu'il émane finalement des chefs d'entreprise par la suite, c'est comment créer un récit. Un récit qui fasse finalement communauté. Alors communauté, pas au sens de communautarisme, mais communauté, c'est pour rassembler les acteurs autour d'un projet qui fait sens. D'accord ? Alors, il y a une grosse problématique, et ça, les chefs d'entreprise, finalement, en prennent conscience, hein, c'est qu'il y avait une démarche qui était purement linéaire. Donc, ce qui apparaît, finalement, c'est la dimension systémique. Donc, la dimension systémique, c'est comment, finalement, on fait l'inclusion des parties prenantes. Hein. Et donc, dans cette dimension systémique, il y a la dimension ternaire, donc comment j'englobe, je suis dans un territoire, comment j'englobe les parties prenantes avec une conscience de faire de la valeur ajoutée partagée. D'accord ? Et puis, il y a une autre chose qui a été intégrée, c'est il y a des objectifs. Les objectifs sont souvent antinomiques. Je vais donner un exemple très simple. Dans un compte d'exploitation, le salarié est vu comme une charge. Eh bien, aujourd'hui, les chefs d'entreprise se penchent là-dessus en disant « oui, mais c'est un centre de valeur ». Donc, on voit que, finalement, il y a une évolution des mentalités sur le fait il y a évidemment la performance financière, mais il y a aussi à prendre en compte la performance extra-financière. Et dans la performance extra-financière, comme le dit bien Raphaël, le cadre législatif, le cadre européen, pousse les entreprises à prendre en compte pour tout ce qui est carbone, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, donc, qui sont importants. Alors évidemment, il y a un scope qui n'est pas beaucoup pris en compte tenu du fait que ça doit prendre en compte finalement comment travaillent les prestataires. Donc c'est un peu plus compliqué, surtout quand les prestataires sont au niveau mondial. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y a une réelle prise de conscience qui est faite depuis le Covid, d'une part, et il y a vraiment cette envie de créer un récit collectif qui parle aux gens, qui parle aux jeunes et qui parle à l'intergénérationnel. Parce qu'il y a un intergénérationnel fort qui se crée. Parce que souvent, les chefs d'entreprise me disent « j'ai été interpellé par mes enfants. Qu'est-ce que tu fais là ?» face aux enjeux. Donc, il y a un intergénérationnel qui est fort et il y a une coéducation qui se fait entre les parents et les enfants. C'est-à-dire les parents éduquent les enfants, mais les enfants font réfléchir les parents, donc les éduquent. Merci beaucoup, et je fais référence à un des intervenants de la table ronde tout à l'heure qui était de sortir de ce triangle de l'inaction, c'est le citoyen, c'est les entreprises, c'est le public, et là en fait tout se retrouve ça, et finalement le monde de l'entreprise c'est déjà un micro-écosystème où tout ça se retrouve. Emma, peut-être ton dernier... Juste une chose, c'est vrai que les consommateurs bougent.
ont conscience que leur pouvoir d'achat est un élément important. Et à l'intérieur des entreprises, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des salariés qui bougent aussi. On retrouve toutes les dimensions. Emma, un dernier mot te concernant, notamment en tant qu'ancienne, comme alumni, je dirais, de l'F for Good, sur cette complémentarité-là des acteurs et du rôle de l'entreprise. On aura peut-être le temps, je regarde Mélanie, peut-être pour une ou deux questions, de la salle, avant de conclure cette discussion. Évidemment que tout le monde a son rôle à jouer, et c'est autant dans le social que dans l'économique, que dans tous les pans que ça peut représenter. Je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Raphaël Leroy, où elle parlait du secteur de l'énergie, qui est particulièrement un secteur rouge, quoi, parce que c'est un secteur qui émet beaucoup, et pourtant en même temps c'est le secteur qui nous permet ce mode de vie. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas nouveau. Parce qu'il y a bien longtemps, quand on n'avait pas encore le pétrole, c'était les esclaves aussi qui donnaient leur rythme de vie. Et en fait, ça, c'est comme si on avait évolué en technologie, mais qu'on répétait les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on se permet de prendre quelque chose qu'on ne pourrait pas. Là, on utilise une ressource qui est finie. Et en fait, au moment où, avant, on ne voulait pas voir ce qui se passait, aujourd'hui, c'est pareil, on ne veut pas aller voir le pétrole. Et pourtant, c'est celui qui nous donne notre rythme de vie et qui est mauvais. Et en fait, c'est finalement nous tous qui l'alimentons avec tout ce qu'on fait au quotidien. Donc en fait, c'est pas nouveau. Et je pense qu'il y a une vraie évolution de conscience à avoir sur le fait qu'on a une vie, et notre vie, elle a un début, elle a une fin, et c'est pareil pour les ressources. Et il faut remettre tout ça en contexte aussi. Et le rôle de tous, il est évidemment, il va de soi, quoi. Ouais, une évolution de conscience et surtout des pratiques. Merci à tous les quatre pour vos partages d'expertise, d'expérience. Vous nous avez donné des points de vue très complémentaires. Je me tourne vers la salle. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait adresser une question à nos panélistes? Si c'est le cas, c'est maintenant. Ou alors un peu plus tard dans le cadre du festival, si vous retombez sur eux. Et si ce n'est pas le cas, et j'ai l'impression que ça n'est pas le cas, je vous remercie à nouveau de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pu apprendre de ces parcours, et je vous souhaite une bonne suite de festival.